Voilà. Bonjour Corinne. Bonjour Daniel. Voilà, j'ai profité d'être à Hossegor pour venir rencontrer Corinne à Anglette. Voilà, à une petite demi-heure donc d'Hossegor, où j'ai laissé mon petit-fils et son copain surfer. Et je suis venue rencontrer Corinne parce que nous avons fait connaissance et elle m'a parlé de son expérience de maman d'un enfant dysphasique qui aujourd'hui a 21 ans ou presque et qui fait de brillantes études de commerce international. C'est exact. Oui. Et donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant donc de l'interviewer pour qu'elle nous raconte son parcours, comment elle a fait pour aider son enfant pour qu'aujourd'hui il puisse faire des études brillantes, de hautes études en fait. Et parce que j'ai pensé que ça pourrait être utile à certains parents d'enfants dys de tout genre, pas forcément dysphasiques, mais aussi dyslexiques, dysorthographiques, 10. Ouais, c'est ça. Et peut-être même ceux qui ont un déficit d'attention. Voilà Corinne, donc merci d'avoir accepté cette entrevue. Et voilà, mais je te laisse la parole pour te présenter et puis nous expliquer tout ça. En fait, Nolan, déjà petit, donc mon fils avait son propre langage. Donc au bout d'un moment, quand ils sont petits, ça va. Quand ils rentrent à l'école, ça devient compliqué. Parce qu'il faut qu'on rentre dans un moule dans lequel il ne rentrait pas du tout. Toi, tu le comprenais, mais... J'étais la seule à le comprendre avec sa sœur. Et puis c'est tout. Après, personne ne le comprenait. Donc c'était... Alors il parlait, hein. Ça pour parler, il parlait. Mais avec son langage. Donc au bout d'un moment, il est rentré à la maternelle à 2 ans et demi. Et puis au bout d'un moment, on m'a dit c'est pas possible, il faut qu'il aille voir une orthophoniste. Donc il a été voir une orthophoniste qui m'a dirigée sur l'hôpital de Tarbes qui à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, était spécialisé dans la dysphasie. Donc il faut remonter quand même 20 ans, enfin 18 ans, 17-18 ans en arrière. Oui. Et donc je prends rendez-vous à l'hôpital de Tarbes, on y va avec mon fils. Et moi, la dysphasie, je ne savais pas ce que c'était. À l'époque, tu entendais tu connaissais la dyslexie, mais on ne connaissait pas la dysphasie. Oui, il y a 20 ans. Ah oui. Ouais, moi, quand j'ai démarré mon activité d'orthophoniste en 72, on parlait pratiquement pas de dysphasie. Voilà. On parlait de dysphasie dans de très lourds retents de langage. Très lourds, quoi. Écoute, d'enfants qui n'étaient même pas scolarisés. Mais c'est ça, voilà. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à l'hôpital de Tarbes, ils nous ont fait passer toute une batterie de tests et tout. Et là, le médecin me dit, effectivement, oui, il est bien dysphasique. Alors, sachez que les adultes dysphasiques savent à peine lire et écrire. Donc, je me retrouve là, comme ça, devant un diagnostic où le gars me dit votre fils plus tard il saura à peine lire et écrire. Donc imagine, mon gamin il a 3 ans et demi, 4 ans à peu près, on me dit ça. Qu'est-ce que je fais? Et là, il me dit par contre, ça doit être quelqu'un de très intelligent. Je dis ah bon, et pourquoi? Il me fait je voudrais faire des tests plus poussés parce que il est, comment on appelle ça, au potentiel. Voilà. Surdoué, on disait à l'époque. Oui, voilà, on disait surdoué à l'époque. Et donc, je lui dis, ok, d'accord, c'est bien, mais est-ce que ça va m'aider? Parce que c'est bien de faire des tests, mais est-ce que ça va l'aider par rapport à son problème de langage? Et il me dit, non. Je dis, alors ça sert à rien de faire les tests. Oui. On est d'accord. Donc me voilà maman avec son fiston et puis et moi j'avais avec Nolan, si tu veux, j'avais remarqué qu'il fallait toujours répéter les choses, tout le temps dans la répétition. Et donc j'en parle avec ce médecin et je lui explique déjà comment je fais. Je lui dis moi je répète, je lui fais voir les choses, j'essaie de capter d'abord son attention, parce que c'était quelqu'un qui était quand même hyperactif aussi. Donc il fallait d'abord le toucher pour capter son attention.
Ensuite, il fallait répéter les choses, bien articuler. Je faisais attention à ce qu'il regarde mes lèvres aussi. Alors pourquoi, j'en sais rien. Ah, tu avais raison. Voilà. Tu avais intuitivement, tu savais ce qu'il fallait faire. Voilà. Et puis, et le médecin, je lui explique tout ça. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et il me dit, bah rien. Continuez de faire ce que vous faites. Et il me dit, par contre, peut-être que vous aurez de la chance, parce que comme c'est un haut potentiel, on disait surdoué à l'époque, il va peut-être trouver sa façon de communiquer. Et voilà, et me voilà repartie chez moi. Ça m'avait rien apporté. Alors j'avais deux solutions, ou m'apitoyer sur mon sort et dire, malheur à moi, mon fils ne sera jamais, pourquoi ça m'arrive, voilà, pourquoi ça m'arrive, etc. Ou alors, essayer de trouver des solutions. Donc, il est resté déjà dans un premier temps dans l'école dans laquelle il était, où les maîtresses ne faisaient aucun effort, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec son papa à l'époque de Noël, que son père faisait le Père Noël, tu sais, dans les classes, voilà. Et bien on s'est rendu compte que notre fils était mis de côté, c'est-à-dire la maîtresse s'en occupait pas. Parce qu'elle ne le comprenait pas. Du coup, elle le laissait dans son coin. Voilà, donc l'apprentissage de l'écriture et du langage, en plus, il ne l'avait pas venant de l'école. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, puisque c'est comme ça, c'est à moi de le faire. Il n'y a pas de raison, moi je le comprends. Donc j'ai bien trouvé un moyen à ce qu'il communique avec tout le monde. Et le langage, c'est le français, on est en France. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été prendre la méthode Bechler. Comme moi j'ai appris de la lecture, comme moi j'ai appris. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que pour moi c'était important, intuitivement, je ne sais pas pourquoi, d'utiliser les sens. Donc c'était important qu'il puisse voir, c'était important qu'il puisse entendre, donc la répétition, et puis qu'il puisse toucher ou goûter. Donc, ou sentir. Donc j'ai utilisé tout ça pour l'apprentissage et du langage et de l'écriture. C'est-à-dire le peu, les pâtes, tu vois, par exemple, il savait que c'était des pâtes à manger. Quelque chose qui sentait bon, c'était un parfum ou une odeur qui sentait bon. Et tout ça, ça a été des petites choses comme ça, mis l'une à côté de l'autre, et surtout pour le langage de la répétition. C'est-à-dire que je faisais répéter les choses. Quand je comprenais ce qu'il voulait dire, je lui reverbalisais correctement. Ah oui, absolument. Pas lui, tu le faisais pas répéter. Non, moi je répétais, mais lui, je le faisais répéter. C'est-à-dire que petit à petit, je lui faisais en fait de la rééducation au niveau de la parole, c'est-à-dire que je faisais articuler. Après, j'ai été voir une orthophoniste qui a compris ce que je faisais, qui l'a pris en main, donc qui m'a aidé aussi à ce niveau-là. Et avec les deux, elle le faisait travailler avec des dessins. Enfin, je sais pas, c'est ton boulot. Mais tu sais, je crois que quand il y a on cherche en fonction de l'enfant. Moi, je fais jamais la même chose avec les enfants. D'accord. Voilà, donc je sais pas comment elle travaillait. Eh bien, écoute, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de jeux que tu mets dans les enfants. Voilà, et puis utiliser le langage en faisant et en jouant. Absolument. Donc l'enfant est intéressé. Donc avec des jeux de cartes aussi. Voilà. Et c'est dans l'interaction avec l'adulte que l'enfant apprend à parler. C'est pas avec ses congénères du même âge qu'il apprend à parler. Puisque l'enfant, en fait, il y a quelque chose qui me pique. L'enfant apprend à parler en prenant modèle, en fait, sur l'adulte. C'est ça. Et en fait, avec cette orthophonie, si tu veux, on a travaillé ensemble. Bon, il allait à l'école en même temps, à la maternelle. Et puis, on a travaillé vraiment en synergie toutes les deux. C'est-à-dire qu'elle faisait son boulot d'orthophonie avec le matériel qu'elle avait, c'est-à-dire les jeux, les cartes, etc. Et son savoir, bien sûr. Elle le faisait travailler au niveau de l'articulation, bien prononcer les L avec la langue au palais, tu vois, des trucs comme ça. D'ailleurs, on s'est rendu compte, il a fallu lui couper le frein, un petit peu le frein. Voilà. Et petit à petit, il a commencé à bien dire par rapport à avant, certains mots.
Et puis, on l'a changé d'école. On l'a mis dans une toute petite école privée. Et là, j'ai eu la chance, c'est qu'il avait 2 maîtresses. Et une de ces 2 maîtresses avait fait... mince, c'est quoi ces 2 écoles Montessori. Oui, Montessori. Tu peux lâcher. Tu la tiens? Je la tiens. Ok. Avait fait Montessori. Et là, du coup, elle a expliqué à toute la classe, à tous les élèves, que Nolan avait un problème de langage, que c'était pas une maladie, qu'il fallait l'aider. Donc que le mieux, c'était quand on remarquait, quand ses petits camarades de classe remarquaient qu'il ne prononçait pas bien un mot, il lui répétait jusqu'à ce qu'il le fasse répéter jusqu'à ce qu'il le prononce bien, etc. Et il a accepté de répéter. Et il a accepté de répéter. C'est devenu un jeu en fait. Parce que quelquefois les enfants Oui, n'aiment pas et quelquefois comme quoi il n'y a pas de, tu vois. En orthophonie, on a plutôt tendance à dire surtout ne faites pas répéter, parlez vous et de manière naturelle reprenez ce que vous avez compris que l'enfant vous dit, débrouillez-vous à le redire mais d'une manière naturelle sans lui dire voilà répète. Et normalement en principe l'enfant le fait de lui-même. Et tu vois toi le tien c'était pas ça. Bah non. Parce que mon fils, on peut pas donner de. Tu vois, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de règle précise. Il faut s'adapter à chaque enfant. C'est ça. Et ce qui est important, tu vois, ce que je tenais à dire dans ce témoignage, c'est qu'une maman, elle sait. C'est ça. Elle sait pour son enfant. Donc, moi, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon intuition, j'ai fait avec mon intuition. Et puis finalement, tu vois, quand je vois ce qu'il est devenu maintenant, mon fils. Bon, tu n'as pas eu l'occasion de le croiser, de le rencontrer. Mais bon, c'est un beau jeune homme qui fait 1m87, qui s'exprime très bien, qui fait du commerce. Et c'est super. Par contre, quand tu parles de la répétition, mais lui, il a eu besoin de cette répétition dans tout son apprentissage. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du lycée, je dirais peut-être seconde, première, il a fallu quand même, le soir, tu vois, il rentrait, il faisait ses devoirs. Après, il se faisait un break dans le jardin et tout. Il faisait ses devoirs. Après, il se couchait, il relisait ses devoirs avant de se coucher. Et il se levait plus tôt pour relire et réviser. Donc, quand je te dis la répétition, pour lui, ça a vraiment été sa méthode d'apprentissage à lui pour être bon à l'école et pas être en retard, etc. C'était ça. Ouais, mais en même temps, c'est super parce que cette difficulté l'a amené à faire ce que tout enfant devrait faire sans être dysphasique. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est ça. C'est à force de répéter, que se créent les réseaux de neurones qui permettent en fait d'intégrer la notion que l'on apprend. Donc du fait de sa difficulté, et qu'il avait vraiment envie de s'en sortir, et bien il a fait ce que tout enfant devrait faire. C'est magnifique. C'est génial, hein, c'est génial. Oui, absolument. Tout à fait, tout à fait. Et ce que normalement ils veulent pas, parce qu'ils ont mon petit-fils Noé par exemple, jamais pour arriver à lui faire ce genre de choses, de répéter, parce que pour lui c'est du temps perdu. J'ai compris, donc allez, ça suffit, bon. C'est bon, j'ai compris, allez on passe à autre chose. Hein. Ah mais je le sais. Et puis quand arrive le moment de faire le devoir, c'est pas forcément à tous les coups qu'il gagne. Oui. Parce qu'il compte trop sur ses capacités. Ouais. Donc tu vois, ça a été un point pour lui. Ça a été, c'est génial, ça a été super parce qu'il a toujours eu de bonnes notes. C'est quelqu'un qui est vraiment vaillant. Il a envie d'y arriver, qui a toujours refusé les dictées à trous. Tu sais qu'on fait des dictées pour faciliter, ou leur donner plus de temps après parce que ils sont en retard par rapport. Il m'a toujours dit non, je ne veux pas parce que dans la vie, on me donnera pas ce temps-là. Et oui, c'est ce qu'on appelle le tiers-temps pédagogique. Je sais pas. C'est-à-dire on leur donne pour les examens, on leur donne donc la possibilité de faire la dictée à trous et d'avoir un tiers de temps supplémentaire. Absolument. Mais et après, lui, il a dit non. Mais même plus tard, dans leurs études, si ils arrivent avec un diagnostic, etc. Par exemple, là, je vois pour ses examens, il aurait pu le faire, tu vois. Mais d'ailleurs, j'ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu veux? Il me dit, mais il en est hors de question. Bravo. Il a toujours refusé.
Voilà. Et ça, j'avoue que il le doit qu'à lui-même, hein. C'est C'est ça. son caractère Mm. aussi, tu vois, il s'est forgé ce Oui, caractère-là. il le doit à lui-même, Et mais à il te sa le maman doit. aussi. Ouais, il te le doit aussi parce que tu as été la première qui a refusé le pronostic, pas le Absolument. diagnostic. On a dit, ça remet pas en question le fait qu'il était dysphasique. On n'en sait rien. Bah, L'était-il, c'est-à-dire, l'était-il pas? Peu importe. En tout cas, tu as ah fait oui, tout ce que tu pouvais pour qu'il réussisse malgré son handicap, absolument. pour qu'il réussisse donc des études. Oui, et puis c'est Des- surtout c'est d'être intégré avec Socialement, socialement, voilà. quoi. Oui, Tu vois, oui. c'est un Pas être apprentissage. rejeté. Voilà, c'est un apprentissage qui se fait quoi qu'il se passe. Tu sais, souvent, je pense, ça n'a rien à voir avec la dysphasie, mais à Mimi Mati. Oui. À Mimi Mati, qui souvent dit dans les interviews que ses parents, ils lui disaient, tu as envie de prendre un paquet de gâteaux, tu prends une chaise, tu prends un escabeau, et tu montes et tu ouvres le placard. Et moi, je dis que c'est ça. Quand tu as un enfant qui a un problème, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, Nolan ayant un problème de langage, j'ai été là. Parce que ça passe par le parent. Si tu lui fais pas voir, si tu n'apprends pas à quelqu'un comment ça marche, il ne saura jamais. Tu vois, il va essayer par lui-même, il peut se planter. Alors que si tu lui fais voir la marche à suivre, là, il va apprendre. On est d'accord. On est d'accord. Donc, tu fais voir, tu apprends, et après, tu le motives. Tu casses pas, tu motives. Oui, c'est-à-dire que tu lui apprends, mais enfin, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, dans l'apprentissage, moi, je m'arrange toujours pour que l'enfant avance petit à petit et qu'il ne soit pas confronté à une difficulté trop importante. Ah non, voilà. Bien sûr. Donc, ça demande quand même, justement, d'être vraiment en osmose, en fait, oui, avec la l'enfant, patience. de la patience, de l'écoute, oui. Ne pas vouloir que l'enfant aille plus vite que ce qu'il peut aller. C'est-à-dire que là, tu te mets vraiment à la portée de l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas toi ce que tu veux. Tu fais pas en fonction de toi, tu fais en fonction de l'enfant. Voilà. Et là, et tu parles de l'écoute, et c'est vrai que l'écoute est plus qu'importante. C'est la base. C'est la base de tout, l'écoute. Absolument. Si tu n'es pas à l'écoute de ses besoins, de la façon dont il évolue, etc., et que tu es au contraire à l'écoute de toi, ce que tu veux, et quelque part, il va pas... de mon point de vue, il ne pourra pas évoluer, si tu veux, à sa façon à lui. Il ne va pas aller trouver, comme l'a trouvé mon fils, tu vois, cette force de caractère, le fait de vouloir répéter, etc. Il savait que maman était là pour le soutenir. Il savait que j'étais patiente. Il savait que j'étais à l'écoute. Quand ils venaient, mes enfants, si tu veux, moi, à chaque fois qu'ils m'ont interrompu petit, je te parle, dans une discussion, j'ai toujours été à leur écoute. Alors je sais qu'il y a ça va peut-être faire râler les parents. Ils disent non, ils doivent apprendre à. Mais moi j'estime qu'un enfant, il vit à l'instant présent. C'est ça. Et que quand il demande quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Voilà. Et qu'un adulte tu peux reprendre ta conversation après, c'est pas un souci. Mais après, ça n'engage que moi, ça, ce que je te dis. Oui, chacun. Après, ça dépend des enfants aussi, parce qu'il y a des enfants qui ne supportent pas que leur mère soit en train de parler avec quelqu'un d'autre. Ils vont venir l'embêter, lui tirer dessus. Tu vois, c'est toujours pareil. On ne peut pas dire. Tu vois, il n'y a pas de règle générale. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont besoin un peu d'être frustrés, d'attendre que maman soit disponible et que maman ne doit pas répondre tout de suite au doigt et à l'œil parce qu'il veut ça là maintenant tout de suite. Oui, c'est-à-dire il y a une différence entre j'exige et j'ai un besoin. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est de l'écoute pour faire la différence. Si tu es à l'écoute de ton enfant, une maman, logiquement, c'est l'affaire, la différence. Mais bon, après, il faut bosser sur soi aussi. C'est ça, être à l'écoute de soi, déjà, pour connaître nous, nos propres besoins et savoir que c'est important, effectivement, de pouvoir satisfaire nos besoins. Parce qu'il y a des besoins, mais peut-être qui ont besoin d'être satisfaits là maintenant. Et puis si j'ai besoin de faire pipi, c'est pas dans 3 heures, c'est maintenant. Tout à fait. Tout simplement, j'ai faim, peut-être je peux attendre un tout petit peu que le repas soit terminé. Et là, l'enfant, il faut qu'il apprenne aussi, peut-être que ça se satisfait. C'est même super important. Voilà, immédiatement, mais quelquefois, il y a des besoins, c'est maintenant, quoi. Enfin, tout ça pour te dire que voilà, tu vois, moi j'ai écouté ce que j'avais dans mon cœur. Et c'est-à-dire que je suis sortie de cet hôpital à Tarbes
Et je me dis, ok, ils m'ont rien apporté, ils peuvent rien m'apporter. Donc, eh ben, je vais faire comme moi je sens. Eh ben, si je me plante, je me plante. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Et est-ce que, je sais pas, mais tu vas me dire si je me trompe, mais quelque part par là, tu n'as pas douté que tu allais réussir. Non, en fait, tu sais quoi, c'est pas que j'ai pas douté, c'est que, enfin, oui, j'ai pas douté parce que je me suis jamais dit, oh là là, mais s'il n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'en étais pas là. J'ai vraiment euh, vécu ça à l'instant présent. C'est chaque jour, j'étais présente pour son apprentissage, tu vois. Et puis progresser. Absolument. Et Je me suis pas à un instant dit victimiser, si j'ai envie, dans le sens, hein, c'est peut-être fort ce terme, mais dans le sens, mais qu'est-ce que je vais faire de lui plus tard, tu sais, la fameuse phrase qu'on dit plus maintenant, mais qu'on pouvait dire il y a quelques années, ou qu'est-ce que je vais devenir, ou même il y a des sur gens mon qui disent sort. qu'est-ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qu'il va devenir, absolument. Voilà, s'il ne peut ni lire ni écrire comme le médecin Qu'est-ce que je vais en dit, faire, hein. Oui, qu'est-ce que je vais en faire, mais lui, qu'est-ce qu'il va devenir, quoi. C'est ça. C'est aussi, ça. Oui. Et j'ai pas une seconde, je me suis posé cette question. Mais jamais. Le truc positif, finalement, dans le diagnostic, ça a été qu'à un moment donné, le médecin a dit, mais je pense qu'il est très intelligent et qu'il a un haut potentiel. Du coup, tu as compté là-dessus, peut-être. Même pas. C'était Non, pas franchement, ça. sincèrement, non. Parce que quand il m'a dit ça, et que je lui ai dit, mais est-ce que ça sert à quelque chose, il m'a dit, ben non. Il m'a dit peut-être que plus tard, il trouvera sa façon d'appréhender et le langage et l'écriture. Mais il ne m'a pas laissé d'espoir, hein, le médecin. Et je suis sortie en me disant, ben et alors, j'ai un enfant au potentiel, mais ça ne me sert à rien. Ça me sert à rien. Donc non, j'ai même pas... Non, j'ai pas du tout compté là-dessus. Alors peut-être qu'inconsciemment ça a joué, c'est possible. Mais même maintenant, je me rappelle, je suis sortie de l'hôpital et je me suis dit, en fait, j'étais voir un médecin, j'ai payé une consultation, ça m'a servi à rien. Non, mais c'est vrai. Ah oui, parce que ça te disait pas ce qu'il fallait faire. Absolument. Ils m'ont donné aucune piste. Ils m'ont juste dit, continuez de faire ce que vous faites. Non. Donc, écoute, j'ai continué avec tout l'amour que j'avais. Pour mes enfants, pour mon fils et pour ma fille. Là, on parle de mon fils, mais voilà, c'est comme ça. Bravo. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, si ça peut aider. Moi, j'ai envie de dire, en fait. Écoutez votre cœur et voilà, avancer avec l'enfant. Chaque enfant est différent. C'est ça, c'est-à-dire un diagnostic. C'est quand j'ai fait l'interview de Martin la Tulipe, c'est qu'il disait ne pas laisser l'autre, en fait, le jugement des autres définir votre propre réalité. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire dysphasique peut-être, dyslexique peut-être, mais avant d'être dyslexique, c'est pas un nom, ça, dyslexique. Ça ne te définit pas, surtout. Voilà, c'est ça. Il s'appelle comment, ton fils? Il s'appelle Nolan. Eh ben voilà, Nolan, il était peut-être dysphasique. Il présentait une dysphasie à 4 ans, mais c'est pas ça qui va le définir. Sa maman savait qui était Nolan, et sa maman a su quoi faire avec lui, avec Nolan. Voilà. C'est ça. Et du coup, elle a pas éduqué un dysphasique. Elle a éduqué Nolan. Absolument, c'est ça. J'ai éduqué mon fils. Et en fait, en orthophonie ou tous les autres professionnels, c'est ce qu'ils font. D'accord, c'est un dyslexique, ok, mais en fait, c'est un enfant avant oui, tout. tu prends l'individu, en fait. Voilà, et on essaye de le faire avancer. Et donc, c'est ce qui est. Voilà, et c'est d'autant plus, comment on va dire, le succès est possible si on est persuadé que tout est possible et que l'enfant va y arriver. Si au départ on dit oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Mais tu te rends compte, il n'arrivera jamais à lire, jamais à écrire, mais c'est une catastrophe, et qu'on le croit, eh ben, effectivement, il y a de fortes chances pour que ce soit ça qui se produise. Et puis, oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais en plus, c'est non seulement on le croit, mais on le dit. Donc l'enfant l'entend et donc se l'approprie. C'est ça, donc, voilà, c'est ça, voilà. Donc, écoutez votre cœur. Et puis voilà, avec tout l'amour que vous avez pour vos enfants, il n'y a pas de raison
que ça ne fonctionne pas. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu peux appuyer sur le bouton. Bonne journée. Voilà. Au revoir.